Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la Reco. Le deuxième monument de la saison se présente à nous ce dimanche, le premier en Belgique, le Tour des Flandres, l'une des courses les plus attendues de l'année. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire afin de me dire quel est votre favori pour cette 109e édition du Ronde van Vlaanderen. Alors, par où commencer? On peut déjà parler du parcours. Les difficultés sont multiples. 269 km entre Bruges et Oudenaarde, distance caractéristique des monuments. C'est d'ailleurs ce qui différencie l'E3 Saxo Classique, que j'ai pu traiter dans la vidéo de la semaine dernière, et le Tour des Flandres. Mais au-delà de la distance, les difficultés sont elles aussi plus nombreuses et denses sur la deuxième partie du parcours. On retrouve dans un enchaînement infernal tous les monts escaladés ces dernières semaines, le Molenberg, qui était le point clé de l'Omloop Newsblad, le Tayenberg, mont choisi par Pedersen pour attaquer sur le 3, ou encore le Koppenberg. L'enchaînement Vieux-Quarmont-Paterberg est quant à lui central dans la partie finale du Tour des Flandres. La plus longue ascension du parcours est escaladée à 3 reprises. Les deux dernières fois, il est doublé du Paterberg, mont devenu mythique depuis qu'il est la dernière difficulté du parcours, positionné à seulement une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Alors oui, le final historique du Ronde van Vlaanderen, qui comprenait l'enchaînement Mur de Grammont-Bosberg, n'est plus au programme depuis 2012, comme on a pu le voir sur l'épisode classique de De Volder, que vous pouvez trouver en fiche. Mais depuis une dizaine d'années, ce nouveau parcours a su s'imposer aux coureurs et aux suiveurs. L'autre axe dont je voulais vous parler dans la présentation concerne les coureurs au départ. La difficulté du parcours permet de faire émerger un vainqueur qui est le plus souvent le meilleur ce jour-là. Depuis 2019, un nouveau cycle s'est ouvert avec comme tête d'affiche Van der Poel et Wout van Aert. Depuis cette édition, on a eu le droit à 3 duels qui ont toujours tourné à l'avantage du néerlandais. Puis, on a vu en 2022 et en 2023 l'émergence d'un ovni sur les pavés des Flandres, Tadej Pogačar. Ce dernier a cassé un mythe, celui du coureur de grand tour capable de s'imposer sur le ronde. Il lui aura fallu 2 éditions seulement pour rejoindre Louison Bobet et Eddy Merckx au palmarès du Tour de France et du Tour des Flandres. Après une année placée sous le signe du règne de Mathieu Van der Poel sur les Flandriennes, Tadej Pogačar revient dans l'arène pour disputer le titre de roi des Flandres. Je vais vous présenter dans l'analyse les points clés de la dernière édition afin d'aborder au mieux la 109e qui se présente à nous. On passe alors directement à l'analyse de l'édition 2024. Au départ, pas de Pogačar comme une semaine auparavant sur l'E3 Saxo Classique, mais également pas de Wout van Aert qui a lourdement chuté sur À travers la Flandre 3 jours seulement avant le premier monument pavé de la saison. Mathieu Van der Poel est donc l'ultra favori d'une course qu'il a déjà remportée 2 fois par le passé. De plus, le champion du monde s'aligne au départ d'Anvers avec l'ambition de reconquérir la course qui lui tient le plus à cœur après la déconvenue de l'édition 2023. On se retrouve à 100 km de l'arrivée avec le premier moment marquant, l'attaque de Mats Pedersen dans le Molenberg. Le placement est ici très important et le Danois en profite pour lancer la course entre les favoris. Dans sa roue, Matteo Jørgensen, leader de la Visma Lease Bike, et Mathieu Van der Poel sont bien présents. Le groupe va finalement se reformer en partie, mais le peloton reste coupé en deux. À la Philippe Repris, c'est au tour de Van Barle d'attaquer. À ce moment-là, un petit groupe se détache avec au sein de celui-ci Mats Pedersen. À 93 km de l'arrivée, au pied du Berendries, le groupe Pedersen rentre sur l'échappée et 18 hommes se retrouvent en tête de course. Derrière, à 20 secondes, Van der Poel suit les différentes relances. Et c'est finalement dans l'ascension suivante, le Valkenberg, que le champion du monde va faire le jump pour revenir sur le groupe de tête. Il donne une impression de facilité exceptionnelle, comme cela avait pu être le cas sur l'E3 une semaine plus tôt. Mais à peine revenu, Pedersen relance à l'avant pour ne pas laisser le temps à Van der Poel de souffler. Mais comme vous pouvez le voir sur ce screen, Gianni Vermeersch est directement dans la roue du Danois, avant même son attaque. La volonté de Pedersen était de rendre la course difficile à contrôler pour Van der Poel. Mais la présence de Vermeersch dans sa roue à ce moment-là condamne en partie cette stratégie. Pourtant, le Danois va poursuivre son entreprise, alors que les coureurs abordent une partie de transition en direction du Berg ten Hout. Au moment d'aborder le deuxième passage dans le Vieux-Quarmont, Pedersen et Vermeersch ouvrent toujours la route, mais leur avance est toujours minime, une quinzaine de secondes seulement. Derrière, c'est Hoyer Lascano qui va hausser le rythme avec Van der Poel dans la roue. Le champion du monde fait à son tour l'effort pour rentrer sur Pedersen et continue sur ce rythme jusqu'au sommet du mont. Avant de retrouver le bitume, Lascano, Teuns ou encore Wellens arrivent à suivre Van der Poel. Un groupe d'une vingtaine d'hommes va finalement se regrouper en direction du Paterberg, où la situation va rester inchangée, puis vers le Koppenberg, qui va être le moment clé de ce final. Ivan Garcia Cortina, qui avait anticipé, aborde ce mont en tête, mais la pluie a rendu les pavés rugueux du Koppenberg particulièrement glissants. L'Espagnol pose alors le pied à terre après quelques centaines de mètres seulement. Dès le pied, Mathieu Van der Poel passe à l'offensive. La différence se fait directement, et il est le seul à passer cette difficulté sur le vélo, en compagnie de Jørgensen et Pedersen. Tous les autres sont contraints de mettre pied à terre. Au sommet, Van der Poel possède 10 secondes d'avance sur Jørgensen, mais ce dernier va exploser dans les kilomètres qui vont suivre, incapable de suivre le rythme effréné du champion du monde. À 19 km de l'arrivée, l'écart est considérable avant d'aborder le dernier enchaînement Vieux-Quarmont-Paterberg. Van der Poel va se voir offrir une haie d'honneur dans ces monts mythiques, même si quelques incidents vont se produire comme des jets de bière.
Mais à Oudenaarde, au bout de la ligne droite, Van der Poel s'offre un troisième Ronde van Vlaanderen, cette fois-ci en solitaire et vêtu du maillot de champion du monde. Il égale alors le record de victoire sur ce monument et lève son vélo vers le ciel. Enfin, pour jouer le podium, c'est Michael Matthews qui lance le sprint avant de faire une vague qui lui vaudra un déclassement à la dernière place de ce groupe. C'est finalement Luca Mozzato et Nils Politt qui accompagneront Van der Poel sur le podium. Alors comme d'habitude, je vais vous donner 3 enseignements sur cette édition avant de passer à la section pronostic. Le premier concerne Van der Poel et sa manière de courir. Les années précédentes, la concurrence était plus dense et le néerlandais n'avait jamais réussi à se présenter en solitaire à Oudenaarde. Mais en 2024, le champion du monde a haussé le ton et les scénarios de course ont évolué. Alors évidemment, les absences de Pogačar et Van Aert sont très importantes à prendre en compte pour analyser l'édition de l'an dernier. Mais Van der Poel a lui aussi fait évoluer sa manière de courir. Sur ce Tour des Flandres, il aurait pu se faire piéger par les nombreuses attaques des outsiders, mais il a su jouer avec ses coéquipiers sans pour autant imposer un rythme en tête de peloton. Et puis, il a su choisir le meilleur moment pour s'isoler dans le Koppenberg. C'est évidemment plus simple de faire ce genre de différence quand on est le plus fort, mais il a atteint un niveau d'excellence et de maîtrise supérieur en 2024. Le deuxième point concerne Mads Pedersen. Vainqueur de Gand-Wevelgem en 2024, comme cette année, il a été en quelque sorte endeuillé par la chute sur À travers la Flandre où Stuyven et Kirch, deux de ses coéquipiers, ont lourdement chuté. Sa stratégie a alors été de jouer la carte de l'anticipation, mais il ne s'est jamais retrouvé dans une position favorable avec un petit groupe qui aurait pu le relayer. Il a finalement fait de gros efforts qu'il a lourdement payés dans le final. Il termine dans un troisième groupe, loin de ses objectifs de victoire ou de podium, mais il a affirmé son statut lors de cette campagne de Flandrienne. Le troisième enseignement concerne la Visma Lease Bike. Elle aussi a été largement affaiblie par la chute sur À travers la Flandre, où Van Aert s'est lourdement blessé. Mais avec une équipe d'outsiders, la Visma n'a pas su mettre en place une stratégie payante. On a pu voir des coureurs qui se roulent dessus, comme ici avec Tish Benoot qui roule derrière Van Barle. Et Matteo Jorgensen s'est brûlé les ailes en essayant de suivre Van der Poel dans le Koppenberg. Une course ratée qui montre qu'il est difficile de lutter contre un homme au-dessus du lot malgré une équipe capable sur le papier. On passe à présent à la section pronostic pour la course de ce dimanche. On a appris la semaine dernière la participation de Tadej Pogačar à Paris-Roubaix en plus du Tour des Flandres. On va donc avoir le droit à 2 affrontements entre le champion du monde et Van der Poel sur les monuments pavés. C'est évidemment le point principal de cette section pronostic. Comment va se dérouler la course dimanche, après ce que l'on a pu voir sur Milan-San Remo il y a 2 semaines. Je vais d'abord vous parler de Van der Poel car ce dernier a une nouvelle fois été éblouissant sur le 3 Saxo Classic vendredi dernier. Il n'a pas attaqué dans le Tyenberg à 80 km de l'arrivée comme il avait pu le faire en 2024, mais il a parfaitement suivi Pedersen à ce moment-là. Il a finalement placé son accélération dans les pentes du Vieux Quarmont, distançant Filippo Ganna et Pedersen avec aisance pour venir s'imposer à Harelbeke une nouvelle fois en solitaire comme l'an dernier. Le leader de la formation Alpecin est à son apogée et comme Rodrigo Benkens avait pu le dire à l'arrivée de Paris-Roubaix l'an dernier, cet homme a aboli la glorieuse incertitude du sport. Je n'ai pas trouvé meilleure formulation pour parler de cette domination outrageuse du néerlandais sur les classiques flandriennes. Déjà historique l'an dernier, au sens propre du terme, en réalisant le triplé E3 Tour des Flandres Paris-Roubaix vêtu de la tenue de champion du monde, il pourrait cette année en 2025 rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Van der Poel pourrait devenir le deuxième coureur de l'histoire à remporter Milan-San Remo et le Ronde 2 la même année, aux côtés d'Eddy Merckx qui avait accompli cet exploit en 1969 et en 1975. Van der Poel pourrait également devenir le seul et unique recordman de l'épreuve avec une 4e victoire sur le Ronde, devançant ainsi Fabian Cancellara et Tom Bonnen. Enfin, en cas de victoire, il pourrait s'ouvrir la voie vers un exploit jamais vu dans l'histoire, remporter les 3 premiers monuments de la saison la même année, en cas de doublé Ronde Paris-Roubaix comme en 2024. Mais la route est encore longue pour Van der Poel, car sur son chemin se trouve l'autre coureur qui a aboli la glorieuse incertitude du sport, comme Rodrigo Benkens aime le dire depuis plusieurs années. Tadej Pogačar revient en terre flamande après un an d'absence. Le champion du monde veut lui aussi continuer à rentrer dans la légende du cyclisme, après une année 2024 exceptionnelle. Son début de saison a frôlé la perfection, mais Milan-San Remo s'est une nouvelle fois refusé à lui, devancé par Van der Poel et Ganna au sprint. Le Slovène a depuis ce revers revu son calendrier pour se présenter au départ du Tour des Flandres, comme prévu, mais également sur la ligne de départ de Paris-Roubaix, une première depuis Greg LeMond pour un tenant du titre du Tour de France. Une annonce qui a fait l'effet d'un tremblement de terre malgré les nombreuses rumeurs qui entouraient celle-ci depuis plusieurs semaines. Cette annonce a une importance majeure, au moins psychologiquement à l'aube d'une semaine qui s'annonce historique. Pogačar et Van der Poel ont tous deux 7 monuments à leur palmarès et vont avoir l'occasion de s'en disputer 2 autres, à commencer par le Tour des Flandres ce dimanche. Et comme pour Milan-San Remo, les 2 noms qui sortent du lot dans les outsiders sont ceux de Mads Pedersen et Filippo Ganna. Le Danois a lui aussi franchi un cap cette année. Après une relative contre-performance sur Milan-San Remo, Pedersen a été offensif sur les routes de l'E3, étant à l'initiative des premiers mouvements de course dans le Tyenberg. Incapable de suivre Van der Poel dans le Vieux Quarmont, il a su résister et faire craquer Filippo Ganna pour conserver la 2e place sur la ligne.
Et puis dimanche dernier, il a réalisé un numéro qui n'a rien à envier à ceux de Van Der Poel et Pogačar sur Gand-Wevelgem, remportant pour la troisième fois de sa carrière cette classique après un raid solitaire de 70 km. Pedersen est clairement le troisième homme de cette start list, peut-être le seul capable d'accompagner un temps Pogačar et Van Der Poel. Ou peut-être essaiera-t-il une nouvelle fois d'anticiper pour pouvoir jouer avec eux dans le final. L'autre nom donc, c'est Filippo Ganna. L'Italien a été exceptionnel sur Milan-San Remo, terminant pour la deuxième fois second sur la Via Roma. Lors de l'E3 Saxo Classic vendredi dernier, il a une nouvelle fois joué les premiers rôles, terminant troisième à Harelbeke, son meilleur résultat sur une classique pavée. Il a quant à lui ajouté le Tour des Flandres à son programme, lui qui était initialement prévu qu'au départ de Paris-Roubaix. Mais au vu de ses performances récentes, l'équipe Ineos ne pouvait pas s'en passer sur le second monument de la saison. Voici le tableau des favoris pour le Tour des Flandres 2025. Je n'ai pas le temps de parler de chacun d'eux dans les détails, mais je vais malgré tout rapidement parler des coureurs de la Visma Lease Bike. Les deux leaders, Van Aert et Jorgenson, n'ont pas su accompagner les 4 meilleurs sur les routes de l'E3 Saxo Classic. Tous deux participeront à travers la Flandre ce mercredi, en dernière répétition avant le Tour des Flandres. Alors, qu'attendre de la formation néerlandaise? C'est difficile à dire. Van Aert semblait en retrait, lui qui est rentré de son stage en altitude il y a une semaine seulement. Un choix stratégique qui ne semble pas payant dans l'immédiat, à voir dans les jours à venir. Quant à Jorgenson, il semble fort, mais peut-être un cran en dessous des meilleurs de ce que l'on a pu voir le week-end dernier. Ce dernier est d'ailleurs revenu sur les nombreuses critiques à l'encontre de son coéquipier belge ce mardi. Jorgenson défend alors Van Aert et espère qu'il réalisera une bonne course sur À travers la Flandre pour gagner en confiance au vu de ce dimanche. Mon pronostic pour le Tour des Flandres 2025, c'est Mats Pedersen. Je reste sur mon prono fou du début de saison que j'avais pu donner aux amis du Petit Plateau au mois de janvier dernier. J'avais parlé à ce moment-là d'un doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix pour Mats Pedersen et je vais me tenir à cela. Alors évidemment c'est risqué au vu de la très probable domination de Pogačar et Van Der Poel ce dimanche, mais je crois en Pedersen pour déjouer les plans des deux immenses favoris. Ce troisième épisode de la Reco touche à sa fin, j'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine avec en ligne de mire dimanche une édition historique du Tour des Flandres, on l'espère. A bientôt!